Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Je vous rappelle que nous sommes mercredi, que le mercredi, on parle de l'actualité, comme d'habitude, mais que le mercredi, nous n'avons pas d'invités d'honneur. En fait, nous en avons beaucoup, des invités d'honneur aujourd'hui. Ce sont les mots de la vie quotidienne sur lesquels nous délirerons tout à l'heure. Voici vos grosses têtes en folie. Bien catté et anticlérical, on ne saurait lui reprocher son manque de foi. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Toute sa vie, il aura dominé les hommes et écrasé les femmes. Bernard Mabille. Bonjour. Journaliste, romancier, gastronome, musicologue et aujourd'hui philologue, Nicolas Destienne-Dorf. Bonjour. Il a toujours sa petite fleur bleue, mais contrairement à ce qu'il faisait précédemment, il ne la change plus chaque semaine de vase. Philippe Chevalier. Bonjour. Quand voilà 35 ans, ses parents nous l'ont confié. Il ne savait encore ni lire ni écrire. Jacques Balutin. Bonjour. C'est vrai que vous étiez... Oui, mais je ne sais toujours pas, Philippe. Ne vous inquiétez pas. Non, vous avez beaucoup appris... en m'écoutant. En vous écoutant répondre, oui, surtout. Oui, hein. oui, alors, aujourd'hui, la presse satirique, elle fait rire avec ce qui souvent fait pleurer, c'est-à-dire une actualité dangereuse, douloureuse. Par exemple, l'expédition française en Afrique. Hein. Au Mali. Honni soit qui mal y pense, comme disait je ne sais plus qui. Alors là, par exemple, il y a un bidas qui... revient d'Afghanistan et il est accueilli par son adjudant qui lui dit « Inutile de défaire ton pactage, tu repars pour le Mali ». Bah oui, c'est vrai. Ah oui. Hein, c'est vrai. Ah, puis ça, c'est plus drôle, c'est Valérie Trierweiler qui accueille François l'Africain quand il revient de sa tournée. Et elle lui dit bon, je veux bien t'appeler mon légionnaire, mais il faut pas que tu laisses du sable dans le lit. Ça, c'est bien, ça. Ah, c'est drôle, ça. C'est du Charlie pur. C'est bien, ça. Et puis, à propos du mariage pour tous, un animal emblématique qu'on avait oublié de consulter sur ce sujet délicat, c'est la cigogne. Bon. Ah oui. Et la cigogne, elle dit, il faut un papa, il faut une maman pour donner vie à un enfant. Et elle ajoute, la cigogne, c'est quand même une triste époque que celle que nous vivons. Et puis à Marseille, capitale culturelle. Oh oui. Selon Charlie, il y a déjà un pavillon qui est très visité, c'est le pavillon des Kalachnikovs. Oh là là. Et puis alors, Depardieu, il n'est pas absent, bien sûr. Non, ça serait dommage. Et toujours dans Charlie Hebdo, on a imaginé les premières manifestations culturelles, amicales, à laquelle il se mêle depuis qu'il a fait de Poutine et de Medvedev ses deux meilleurs amis. D'abord, on le voit en train de déjeuner. Il déjeune au Kremlin. Et puis, il y a quelque chose qu'il n'a pas dû digérer. Et il expulse aussitôt les mets qu'on lui a servis. Alors Poutine n'est pas content et Medvedev explique qu'il n'est pas malade, il a voulu faire le poirier, voilà. Ah oui. Et le poirier à table, ça pardonne pas. Et puis alors il participe à la vie électorale russe, il bourre les urnes. Alors il
on l'a représenté assis sur une urne. Enfin bon, je ne vous donne pas de détails. Tout ça est d'un goût, enfin d'un mauvais goût très sûr. Il participe aux Jeux olympiques. Alors, ils l'ont affecté à la luge, en pensant qu'il descendrait plus vite que les autres. La luge, c'est une discipline olympique. Oh là là. C'est Albert de Monaco qui est non, lui, c'est le bobsleigh. C'est pas pareil. Hein. Ah non, c'est vraiment la luge. Ça va plus vite. C'est le même principe, non? Pareil, il faut glisser. Comme le bobsleigh, c'est une piste qui va de haut en bas, j'imagine, oui. Et puis alors les popes qui au départ s'étaient abstenus de venir l'accueillir, hein, parce que bon, se sont confortés dans leur mauvaise opinion de Depardieu. Il y en a un qui dit on l'a laissé entrer dans la sacristie, il a encore vidé toute la vodka de messe. Il a dit qu'il relisait Tolstoï. Alors les gens de Charlie ont regardé de quel Tolstoï il s'agissait. Il s'agirait de Kevin Tolstoï, auteur d'un livre « Comment digérer le chou farci ». Ah oui. Le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Non. Si. Oh non. Alors que François Hollande s'exprime sur le cumul des mandats, vous avez vu ça, j'aurais piqué un coup de sang contre mon facteur qui m'a planqué un recommandé dans la boîte à prospectus, car on peut plus parler de boîte à lettres. Fini le temps où il toquait à la porte, déposait sa casquette sur la table du salon, t'as connu ça Jean-Jacques, hein? Buvait un petit verre et se tapait ta femme. Et oui. On ne le voit plus. Aujourd'hui, il faut aller à la poste. Alors, il faut choisir un créneau d'ouverture du bureau, trouver une place pour se garer, chercher un parc-mètre, faire la queue derrière une ligne jaune, prête à bondir comme à un départ de marathon, repérer le seul des 7 guichets où travaille encore un employé valide, les autres étant restés chez eux pour gastro, grossesse, indigestion, RTT et envie de rester à la maison. Et là, tu attends des plombes. Le mec est parti dans une pièce derrière. Ah oui. Alors, pause café sans doute, mais du café à l'ancienne, vu le temps passé. Il est parti le récolter lui-même sur les hauts plateaux. La torréfier, moulu, passé, chauffé. Et si le type le boit sucré, il va repartir à Cuba pour couper la canne. Des heures d'attente. J'ai vu des clients couchés sur place sous la tente Quechua. Ah oui. Et quand il réapparaît, on a du mal à le reconnaître parce qu'il est un peu vieilli, hein. C'est pour t'annoncer que la poste ferme et qu'il faut revenir demain. Un coup de sang contre le mec qui a choisi le nom de Serval pour notre opération militaire au Mali. Au départ, l'idée était bonne. Le Serval est un petit félin magnifique, fondant sur ses proies à la vitesse de l'éclair, un truc propre à effrayer l'ennemi. Le Serval est un animal intelligent, surtout en couple. Ne dit-on pas un Serval, des cerveaux? Le Serval est doté d'une queue de 40 à 60 cm, ce qui le rapproche de nous autres, Français moyens. Peut-être pas de vous, Philippe, mais de moi, en tout cas. Tout allait donc bien jusqu'à hier, jour où un spécialiste du Serval nous apprit que ce bel animal urinait 30 fois par heure pour marquer son territoire, au contraire de Depardieu qui urine 30 fois par heure pour quitter son territoire. Alors voilà qui ne fait pas très sérieux. Faut dire que c'est pas facile de trouver un nom pour une opération se déroulant dans le désert. Alors on a oublié l'opération Pingouin, Ours Blanc, l'opération Péroni. Vous avez pensé à ça, mais les plans de vigne se font rares au nord de Bamako. On a pensé à l'opération Méhari, mais c'est fait un peu convoi de vieilles Citroën déglinguées. Opération Gourde, c'était pas très gentil pour Taubira et Ségolène. On a pensé à l'opération Flamby, l'assurance de ne pas être privé de désert. Moi, j'aurais opté pour l'opération Français. Eh oui, comme nos soldats, nous sommes sur le sable. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. En pleine guerre, notre président a pris le temps de se pencher sur le sort de Babi et Népal. Vous connaissez Babi et Népal, hein? Les éléphants du zoo de la Tête d'Or. Leur sursis est accordé. Le Mali, les éléphants, Hollande cumule, président de la République et ministre de la Défense. Ah oui. Enfin, une nouvelle émission demain sur TF1, Splatch ou le Grand Plongeon. Déçu, François Hollande a retiré son inscription. Il croyait qu'il s'agissait du Grand Plongeon dans les sondages. Merci, monsieur Mabille, merci. La cerise sur le gâteau de cette actualité très riche
il faut l'accorder à des chercheurs qui ont réussi une performance. Alors, vous savez, on dit toujours, les chats ne font pas des chiens. Oui. Bon. Oui. Eh bien, sachez que grâce à ces chercheurs, les truites peuvent faire des saumons. Ah bah oui. Voilà. Il y avait déjà la truite saumonée. La truite Oui, saumonée, alors oui. ça va beaucoup plus loin, parce que comme le saumon est une espèce menacée, ils sont avisés qu'au prix de quelques manifestations génétiques et de la congélation des testicules de l'animal... le saumon a des testicules. Oui, généralement c'est des capres, mais c'est pas très Il gros. faut un tout petit congélateur. On Mais n'a pas si besoin vous de... congelez les testicules de l'animal, il change d'espèce. Et donc, c'est une façon de sauver des espèces qui autrement seraient gravement menacées. C'est-à-dire que si moi je m'enferme dans le congélo, ça me congèle les bouboules. Oui. Oui, et Et tu quand changes je ressors, d'espèce. je préserve l'espèce Péroni. Voilà. Tu deviens Madame Perroni. Ah, mais je vais faire ça. Qui s'appelle Hélène, et ça sera Hélène et les glaçons. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, il y a 10 jours, on nous annonce les chiffres du recensement. Un recensement qui date d'ailleurs de 2 ans. Bon, c'est vous dire que, bon, il n'est pas très frais et que il y a eu, entre-temps, pas mal l'essence d'allées et venues. Et là, brusquement, autre chiffre, et on a gagné 800 000 concitoyens. 800 000 de plus sur l'espace arrivés de en C'est cette peut-être une projection depuis les 2 ans, non? Alors, Enfin, une projection, c'est une façon de parler. non, pas du tout. Non, ce sont des recensements. Non, c'est pas des futurologues. Hein. C'est peut-être Copé qui a fait les comptes, non? On est 65 800 000. On est 65 800 000. On gagne, enfin, entre guillemets, parce qu'il faut quand même loger de tout ce monde-là et donner du travail. Enfin, les bébés, pas tellement du travail, mais enfin des crèches quand même. On gagne 0,4% chaque année. Ça finit par faire du monde. Hein. Oui. Dans la Creuse, il n'y a pas grand monde. Non. Dans la Creuse, il n'y a pas grand monde. Il y a des départements qui sont vides. La Lozère, qui sont pas peuplés. Le moins peuplé, c'est la Lozère. Lozère, Ardèche. Oh, le Gers, il y a de la place encore. Oh là là, oui. Enfin, Mais pas qui ne autour vient de chez pas. Mabille, parce que il tient de la place, Mabille. Bah oui, c'est ça. Il y a de la place quand il est pas là. Quand il est pas là, ça fait un grand vide. Au lendemain de la manifestation du Champ de Mars, on règle les comptes. Alors, Bertrand Delanoë a présenté au ministre de l'Intérieur, à charge pour lui d'ailleurs de se retourner, j'imagine, vers les organisateurs de la manifestation, une note, parce que on a endommagé la belle pelouse du Champ de Mars, Dis donc. qui était dans une période que les jardiniers appellent une période de repos, c'est-à-dire 3 mois où personne ne doit marcher dessus. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pour ça, ça fait longtemps que ma femme a la pelouse au repos, elle. C'était un Mais peu t'as pas la raté. Tour Eiffel, hein? Et donc, Non, il a les invalides. il faut refaire la pelouse. Bon, Pourquoi elle a mis la pelouse au repos? Parce que la mode piquait? Bravo. Ah oui. Ah mais c'est un festival, là. Ah oui. et puis toujours le lendemain de manifestation, l'Académie des sciences a pris position sur le mariage pour tous. Ah oui, c'est bien ça. Elle a émis un avis défavorable. Ah oui. Parce que elle dit qu'il faut continuer à faire les enfants comme À l'ancienne. on les a toujours fait. Oui. À l'ancienne, nom de Dieu, à l'ancienne. Par devant. À la Bon, main, avec quoi. des tubes et des machins. Alors, ils préconisent d'ailleurs une solution. Ils disent que peut-être il suffirait de perfectionner le Pacs. De rendre l'union civile encore plus solide. Il était temps. Ah oui, eh oui. Ah bravo. Ah, bien. Ça, c'est nouveau aussi. C'est nouveau, enfin, ça prélude à notre débat de tout à l'heure. Ce sont les Américains qui adoptent de plus en plus souvent des mots français dans leur conversation. Bon, juste retour des choses, parce que le franglais fait des ravages chez nous. Ils ont adopté récemment « Elle est belle, la vie ». Bon. Ah oui. Ah, c'est sympa. Ah ben là, vous parlez bien l'américain, là, Philippe. Ah oui. Vous avez fait des progrès, hein? Et il dit souvent c'est la vie aussi. Et il dit « c'est la vie », exactement. Il y Il avait une rajoute chanson. oulala. Oui, oulala, c'est la vie. Oui. Oui, c'est une chanson de Chuck Berry. Ah oui. Oui. Oh là là. Ah mais ça- Chuck Berry, il était du, il était du de la Berry, il était de Nièvre. Bourges. Oui, il était du coin. Il était limite Nièvre Bourges.
Alors, ils disent aussi maintenant, mais alors, ils ont adapté ça d'un terme d'escrime, ils disent toucher. 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 Ah bah dans les dessins animés, comment ça s'appelle, c'est Tom et Jerry. Ah oui, la petite, oui, qui est habillée en mousquetaire. Oui, tu as raison. Elle faisait toucher. Il y a rendez-vous aussi. Ah oui. We have rendez-vous. Oui. Et c'est cliché. C'est cliché. Il y a hamburger aussi. Oh là 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 là. Un invité surprise pour parler de l'arrivée en force de l'informatique dans les petits et les grands restaurants. Bonjour Guy Savoie. Oui, bonjour. Alors, on est heureux de vous retrouver parce que on vous aime bien, parce que vous représentez la gastronomie française et parce que j'imagine vous êtes équipé avec les nouveaux matériels qui permettent, alors là, je cite, de passer sa commande en pianotant sur la table et de voir arriver en fin de repas par le même truchement l'addition du restaurant. Oui. Vous êtes équipé de cette façon-là ? Non, c'est pas vraiment ma manière de voir notre métier. Moi, je considère. Vous êtes contre l'informatique au restaurant ? Je suis dans les bureaux en haut, au 5e étage chez nous. Je suis pas contre. Ça facilite le travail de mes charmantes collaboratrices. Mais je considère que le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète où on est en permanence dans le concret. On est dans le concret, dans la transformation des produits. On est dans le concret, dans les rapports humains. Donc, je vois mal un convive s'installant chez nous et n'ayant pas ce contact avec le maître d'hôtel, avec le sommelier, enfin tout surtout qu'il y a du conseil au moment du choix. Hein. Absolument. Tout ce qui fait que dans un monde virtuel, nos lieux sont encore des vrais lieux de rapports humains et de rapports avec de vrais produits. Alors attendez, au moment de la commande, ça je vous comprends, mais au moment de l'addition qui est toujours un peu douloureux, surtout dans les grands restaurants, est-ce que c'est pas mieux qu'il n'y ait pas une présence humaine ? Mais non, on assume. Enfin, moi, je n'ai aucun complexe avec les prix. Les prix sont tout à fait justifiés par une équipe de 50 personnes qui travaillent, par des produits qui ont un coût, et puis par, j'espère, des sensations qu'ont eu les convives chez nous, qui ne donnent aucun complexe lorsqu'on apporte l'addition. Alors, dans la plupart des restaurants, et même les grands d'ailleurs, les commandes sont transmises à la cuisine par l'informatique, hein, et pour obtenir l'addition, ce qui est d'ailleurs, je crois, la mort de la fameuse caissière du Grand Café, on pianote encore pour la sortir en l'espace de quelques secondes. Hein. Mais oui, mais vous venez de parler de la cuisine. Aussi, c'est très important. Moi, il n'y a aucun moyen synthétique pour passer les commandes de la salle à la cuisine. Je veux que ce soit le maître d'hôtel qui apporte la commande et il a toujours quelques mots à dire sur les convives. Qu'est-ce qu'il dit ? Il décrit, il dit attention au petit à moustache, c'est un teigneux. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, pas du tout, mais il y a des informations qui sont très importantes et puis ne serait-ce que on prend conscience que derrière ce bon de commande, il y a des personnes. Voilà. S'il n'y a que des machines, on arrive inconsciemment, je suis sûr qu'on arrivera à oublier qu'il y a des personnes. Qu'en pense notre gastronome Nicolas Destienne-Dorve ? Il y a une chose, c'est qu'effectivement, c'est une idée vieille comme le monde. À la fin du 18e, au Palais Royal, il y avait un restaurant où effectivement, on commandait par des petites tubes. La cuisine, elle était en sous-sol et la table s'ouvrait et les choses montaient. Donc c'est pas nouveau, ça a plus de 2 siècles. C'était avant la Révolution. Mais bon, au moment de la commande, vous souhaitez avoir quelqu'un en face de vous, évidemment. Oui. Et au moment de l'addition ? Le moment de l'addition, soit on se cache, soit on disparaît, soit on assume. En général, surtout chez Guy Savoie, il faut assumer, sinon c'est pas drôle. Bien chez Guy Savoie, avant l'addition, en général. On imagine bien chez Guy Savoie, bien cuites les nouilles pour le 8. Un radis pour la 16, oui. Avant l'addition, on dit on va fumer une cigarette dehors et on se casse. Hein. Oui, mais ça, tu peux le faire si t'es tout seul. Bon, en tout cas, on a compris que vous vous rangiez, et dans la cuisine, c'est un mot qui sonne plutôt bien, parmi les traditionalistes. Merci Guy Savoie, merci. Merci infiniment.
Nous avons aujourd'hui naturellement une auditrice d'honneur. Enfin bon, on varie, auditeurs, auditrices. Tous les principaux sexes sont représentés chez nous. Aujourd'hui, elle est au premier rang, voilà. On lui donne un micro. C'est Sylvie Rossi, voilà. Bonjour Sylvie. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors c'est gentil d'être venu. Est-ce que vous venez de loin? Oh très. De Lyon. Ah bah oui. Ça fait qu'il y a de la neige à Lyon aujourd'hui. Vous auriez pu nous directement pour nous voir, quoi. Oui, voilà, absolument. Enfin, pas uniquement quand même, pas uniquement. Non. Vous aviez autre chose à faire à Paris quand même. Une escapade sympathique avec une amie. Voilà, on est deux, on se promène dans la capitale. Et qu'est-ce que vous faites ordinairement quand vous êtes chez vous? Alors chez moi, j'ai élevé 3 enfants. Oui, c'est un bon métier. C'est bien. Voilà. Oui. Et puis j'ai une passion qui m'envahit un peu, c'est le scrapbooking. Qu'est-ce que c'est que ça? Le scrapbooking. Dites-lui en français, madame, parce qu'il va pas comprendre. Je suis pas sûre, connais pas la traduction. C'est l'art de mettre en page les photos. Voilà. Alors on découpe les photos, on ajoute des photos de famille, les photos de famille, les photos. C'est faire des albums. C'est un album de photos. C'est un album de photos sophistiqué. Sophistiqué, voilà. Vous êtes comme une chanteuse, vous sortez votre dernier album et puis vous le montrez à la famille. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est pas un véritable métier, hein. C'est un petit hobby. Un passe-temps. C'est un hobby, un passe-temps pour moi. Il y a des femmes qui arrivent à en faire un métier. Voilà. Elles font les institutrices. Vite, je vous filerai la mienne. Et pendant ce temps-là, vous pouvez écouter la radio en plus, hein? Ah bah, c'est mon grand plaisir. Ça fait 30 ans que je vous écoute, Monsieur Bouvard. C'est pas vrai. Elle a loupé 5 ans, Vous avez donc raté les 7 premières années. Voilà comment on est remercié. Voilà. J'ai eu droit à n'attaquer qu'au collège. Alors, vous avez droit aussi à votre diplôme d'auditrice d'honneur. Ah, bien attendez, 30 ans de fidélité. Bon. Ça s'applaudit. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Alors, je voudrais avoir votre sentiment sur un sondage qui vient de sortir et qui établit la défiance croissante des Français à l'égard de la politique et des hommes et des femmes politiques. Vous partagez cette défiance, non telle que je vous connais. Hein? Vous leur faites confiance. On en fait notre boulot. Voilà. Alors ils disent plein de choses, ils disent que... Bon, là vraiment ils vont loin, ils se préoccupent davantage de leur avenir que du nôtre. C'est pas vrai, ce sont souvent des gens très dévoués, qui se dévouent à la cause publique, à la chose publique, à la France. Qui pourrait avoir un mandat en nom de 3, vous voyez, ils se dévouent quand même. Puis on peut aller chercher à la poste. On sent les gars sincères aussi. Et puis ils dorment pas sur les bancs de l'Assemblée, ils travaillent. Hein. Et au Sénat. Au Sénat. Puis ils n'ont aucun privilège. Hein. Rien. C'est des martyrs. C'est des pauvres gars. Ils disent alors que souvent, ils font ce métier pour loger leur famille dans des palais nationaux. Bah, regardez notre président, il loge même pas à l'Élysée. Non, il a gardé son 2 pièces cuisine dans le 15e. Il aime pas ça. Oui. Bon. Alors, il va trouver une petite case au Mali, remarquez. Ils disent qu'ils sont bien payés. Et ça, c'est pas vrai. Hein. Oh non. Alors c'est-à-dire qu'ils payent très peu d'impôts, je crois. Ils en payent pas du tout. Non. Ça, c'est fini. Il fut un temps où ils ont beaucoup de frais. Les députés payaient sur un tiers de leurs revenus. C'est fini. Mais il n'y a pas un petit peu de... Ils ont des notes de frais, ils ne sont pas obligés de les justifier quand même. Ah bah ça, c'est la caisse noire. La caisse noire, c'est quoi ça? Alors, c'est pas des notes de frais, c'est des frais de représentation. Oui. Et là, ils ne sont pas obligés de fournir des justificatifs. Ah bah voilà, parce que moi, quand je fais une représentation, j'ai pas de frais, on me donne un cachet. Et ils s'augmentent eux-mêmes. Ils sont gênés d'ailleurs de le faire, mais ils s'augmentent eux-mêmes. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour décider. Alors, ils ne s'augmentent pas. Ils alignent le traitement des parlementaires sur le traitement de certains fonctionnaires qui sont d'ailleurs parmi les plus payés. Oui, ils sont plus payés que les ministres, j'ai vu. C'est bien, non? Le mec qui est au-dessus de lui, il n'est plus payé. Non, mais attendez, le chef de l'État, depuis qu'il a diminué son salaire, il touche à peine, alors qu'il a la responsabilité d'un pays de 65 800 000 habitants, le salaire d'un patron de PME.
ouais, mais aussi, et vous voyez comment il est habillé, un pauvre costard, la cravate de travers. Et alors, dis donc, il faudrait lui dire qu'il change sa teinture. Hein. Il faut qu'il change de coiffeur, parce que c'est insupportable. Il est corbeau maintenant. Ah oui, il est de plus en plus noir. Il est noir. Là, mais parce que, bon, l'Élysée, vous connaissez pas, c'est meublé en acajou. C'est ça. Et c'est pour être plus raccord. C'est pour être assorti. En revanche, le président n'a aucun frais. Ah non, il n'a pas un rond sur lui, jamais. Il est nourri, logé. En principe, oui, mais maintenant, depuis De Gaulle, il paye ses impôts locaux. Alors, pas lui, puisqu'il loge pas là. Bon. Et quand il invite sa famille, il fait un petit chèque à l'économe de l'Élysée. Il était censé payer les impôts locaux de l'Élysée. Le général, quand il invite le général, oui, enfants, mais le nôtre, là, en ce moment, il fait un chèque, vous rigolez ou quoi? Mais le général... Le général, il payait son électricité, paraît-il. Tout, il payait tout. Ouais. Mais c'était le général. Il changeait lui-même ses draps. Là, l'autre, il doit même pas être caporal, le petit. Le petit, il est même pas caporal, le petit. Réformé P4. Un caporal, ça peut mener loin. Hein. Regarde Napoléon. Le petit, le nôtre, là, le normal, il est même pas caporal. Mais attendez, il est énarque, donc il a fait son service militaire comme officier. Ah bon? Oui. Tu dis n'importe quoi, genre. Et attendez, parce que quand on fait non, attendez, il a un passé militaire. Je crois qu'il a fait la guerre de Corrèze. Et il était en Corrèze du Sud ou en Corrèze du Nord? En Corrèze du Sud. Parce que quand on fait l'ENA, on est officier. On est officier d'office. C'est polytechnique. Non, polytechnique, mais pas l'ENA. Quand vous êtes bachelier, oui. Déjà, vous avez le droit de suivre l'école des officiers. Oui, si vous avez répondu favorablement au test, ce qui n'était pas mon cas, moi. Ce qui était mon cas, moi. Nicolas. Moi, je me suis fait coincer. Justement, mon père voulait absolument que je sois officier. J'ai rempli le test et j'ai été évincé alors que tous les autres passaient. Donc voilà, je me suis. Ah oui, t'as mal répondu au test aussi. J'avais rien compris. Il fallait tourner des boulons, il fallait mettre des trucs. Je comprenais rien. Mon vieux. Le type à côté, il répondait avec son crayon, et impeccable. J'ai copié sur lui. Moi, j'ai été reçu. Moi, j'ai pas été reçu. Pour un imbécile, c'est bien. Afin de préciser quels seront les experts, les exégètes qui vont se pencher sur notre thème d'aujourd'hui, les mots de notre vie quotidienne. Eh bien, autour de moi, j'ai pu rassembler Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Nicolas Destienne-Dorme. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Jacques Balut. Présent. Alors, c'est un beau débat auquel tout le monde peut participer, parce que nous sommes tous français, nous parlons français. Oui, monsieur, et j'en suis fier. Vive la France. Plus ou moins. Alors, oui, je voudrais d'abord, puisqu'on va serrer ça, il y aura les mots des professions, il y aura les mots du sport, il y aura les mots de l'actualité. Oui. Vos mots amoureux, aux uns et aux autres. Oui, les mots d'amour. C'est une question de temps. Au départ, quand vous rencontrez la gonzesse ou qui va devenir, c'est mon amour, oui mon amour. Dis-moi que tu m'aimes, je t'aime mon amour. Et toi mon amour, moi aussi mon amour. L'année d'après c'est tu m'aimes, oui mais oui je t'aime. Non mais dis-moi que tu m'aimes. Oui ben je t'aime. Et là après c'est Ginette, tu t'es encore servi de mon rasoir, merde. Ah oui. Et oui, c'est une question de temps. Surtout si elle s'appelle Gillette. Alors, Philippe, les mots de l'amour. C'est mon petit chat, mon petit cœur. Je suis très tendre, moi. Hein. Oui. Faut dire, ça m'est venu sur le tard. Hein. Nicolas. Moi, ça peut aller du mon ange à ma petite crotte des champs. Il y a des choses différentes. Puis ça dépend de l'heure. Le matin, en réveil, c'est plutôt de lave-toi les dents. Donc c'est tout peut être. C'est pas très le mot d'amour, ça, quand même. Hein. Non, mais c'est charmant. Ah oui. Moi, c'est ma petite puce le soir et ma grosse vache le matin. Moi, c'est mets-toi sur le dos, voilà ton cadeau. Ah oui. Les mots d'amour. C'est un mot d'amour de Perroni. Ça fait un moment qu'elle a rien reçu. Hein. Les mots d'amour. Il y a le ruban, mais il n'y avait pas le nœud. Alors, il y a aussi nos tics de langage. Hein. Ah oui. Bon, on en a tous. Hein. Bon.
Ah oui. C'est pas si évident que Et ça. souvent, ce sont des mots inutiles d'ailleurs. Et alors là, les politiciens sont très forts. Hein. Ce sont des mots qui servent de palier de réflexion, type. C'est une bonne Vous avez bien question. fait de me poser cette question. Voilà. C'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne Très question. bonne question. Chirac. J'y répondrai tout à l'heure. ouais. On n'en entendra plus jamais parler. Chirac avait un tic de langage, il disait naturellement. Alors, il y en a qui disent, alors là, ça donne le temps de réfléchir, personnellement, en ce qui me concerne. Ah oui. Eh oui. Bon, Personnellement, en ce qui me concerne, si vous voulez mon avis. Oui, c'est ça, oui. il y a le fameux d'ores et déjà qui veut rien dire. Ah, Hein. d'ores et déjà. À partir de dorénavant. Oui, aussi. Mais d'ores et déjà, on l'entend plus Ah oui, beaucoup quand même. oui, d'ores et déjà, c'est plus très jeune. Hein. Ça commence à passer d'ores et déjà. Oui. Chirac, c'était écouter. Écoutez. Ah oui, écoutez. Écoutez. Moi, je dis formidable. Tout le temps. Moi, Je vais au chouette. restaurant, me dis, mettez-vous là. Oh, formidable. Ce soir, il y aura de la tête de veau. Formidable. Moi, je dis formidable. Moi, je dis chouette. Ah oui. Oui, chouette. J'emploie ça tout le temps. Je fais, Ah oui. non, vous me dites, chouette. Elle est, oui, chouette. Ah oui. Il y a plus, et puis j'ai plusieurs Oui, sons. oui. Ah, t'as plusieurs chouettes. Ah oui. Hein, oui. Alors, il y a les mots de chacun d'entre nous qui, dans la mesure où on a une profession, bien sûr, le jargon du comédien, il est très particulier. Très hein. particulier. Il y a déjà intermittent du spectacle. Faut bien connaître ça, parce que c'est important pour nous. Il y a chaume-du. 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 Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Chaume-du. Il y a acédique. Ah oui. Je me rappelle, j'ai joué une pièce à la Michaudière au Chaud en ce moment, mais il y a très très longtemps de ça. La générale, c'était pas très bien passé et on sentait que ça allait pas être un très grand succès. Et j'ai deux copains à moi qui montent et qui ils frappent à ma loge. Je fais, c'est qui? C'est Jaco. Ah, rentre. Et ils rentrent, ils ferment la porte, ils font. T'es inscrit aux acédiques? Oui, bah alors ça va, t'inquiète. Ah, les copains sympas. Bon, bah, d'accord, merci les mecs. Ça, c'est des mots de comédiens. Non, Et mais le fatal qu'on n'a pas le droit de prononcer. oui. C'est quoi le fatal? Ah non, le mot fatal. Ah, sur la scène. Oui. Ah oui, c'est le mot, oui, oui. le mot. Comme On sur n'a un pas le bateau. droit. Comme sur un bateau. Ah On n'a oui. pas On va le dire droit. lapin, je crois aussi, parce Oui. que le lapin grignote les. Oui, Voilà. Oui. Il y a le yé qu'on n'a pas le droit de Porté à la boutonnière. Il y a D'offrir c'est à des une deux dent. que ça pas. Il y a le verre surtout. Il y a plein Oui, ça, tu de peux pas être directeurs écolo, et de directrices de théâtre qui Tu ne peux pas veulent dire pas je de suis verre vert. en scène. De verre, j'entends la couleur, hein. De verre en scène. Ouais. Ah, mon pauvre Jean-Jacques. Mais ça, c'est parce que les couleurs étaient faites à base de poison, hein, je crois. Pardon Le verre était fait à base Oui, de pour la poison. teinture, hein. oui. Je sais pas C'est d'où pas ça vient. d'arsenic ou un truc Je comme sais ça. pas d'où me ça semble. vient, mais je sais qu'il y a plein de directrices qui. Alors, il n'y a pas que les mots qu'on emploie couramment. Il y a chaque jour des mots nouveaux qu'on appelle souvent des néologismes. Alors, c'est souvent les énarques qui les fabriquent. Ah bah oui, ça. Parfois les humoristes. Et Frédéric Dard, notre regretté Frédéric Dard, était un grand inventeur de mots. Et un jour où il était passé nous voir, il nous avait décrit le parcours de ces mots qu'il avait inventés. À partir du moment où c'est offert à tout le monde, chacun les a écrites. Ah oui, on se les approprie. Elles vont se répéter et puis Oui, ça c'est ça. tombera dans le domaine public. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Ça tombera même dans le domaine fille public. Oh, ça en est sorti en grande partie. Pas de raison que ça n'y retourne pas. Il y a les mots de l'écrivain, les mots du journaliste. Hein. Les mots du journaliste, bah, de toute façon, il y a, je vois par exemple au Figaro, il y a une liste de mots qu'il faut absolument pas utiliser, comme par exemple maelstrom, macramé, enfin des mots qui reviennent régulièrement. Il y a des mots interdits parce que voilà, ils vous diminuent la pige s'ils voient que vous passez les mots. Ah bon, et pourquoi? Ça passe des mots marronniers, des mots qui reviennent. Voilà, on se donne, Bah, on se marronnier, jette c'est des déjà- petits. Il faut oui. déjà expliquer aux Socialiste, marronnier, on peut pour vous, l'utiliser au les Figaro. journalistes. Le macramé, c'est un ouvrage de dame, non? C'est ça? C'est un ouvrage de couture. C'est une tapisserie, non, le macramé? Macramé, c'est en un seul mot. Ah oui. hein. Ah ouais. Non. Ouais. Est-ce que vous êtes conscient que vous parlez parfois un français un peu négligé, surtout à la radio, on parle très vite. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. On parle plus un français parlé qu'écrit, oui. Alors vous, évidemment, vous êtes le représentant de l'argot parmi nous. Hein. De l'argot, mais du langage imagé plutôt. Oui. Ah mais l'argot, c'est poétique, hein. Ah, Ça bah peut oui, l'être, oui. On dit par exemple que Audiard a fait de l'argot. Il y a très peu d'argot dans les dialogues d'Audiard.
c'est surtout des images. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner, toi. Il n'y a pas un mot d'argot, hein. C'est formidable. Il a fait du Céline à l'écran. Je veux dire, l'un des plus gros inventeurs de mots, c'est Céline. C'est Céline. Et quand on voit le nombre de mots que Rabelais a inventé, voilà. Exactement, c'est vrai. Et Frédéric Dard aussi. Et Frédéric, c'est la même filiation. Rabelais, Céline, Frédéric Dard, Audiard, tout ça, c'est. Enfin, il est très rare que dans une de vos chroniques, que nous apprécions d'ailleurs beaucoup, Monsieur Perroni, vous ne glissiez pas un mot désignant de façon un peu argotique le sexe masculin et encore plus le sexe féminin. Il y en a, je ne sais pas combien de synonymes. Oui, mais alors est-ce que c'est pas un manque de parité qui est davantage de mots pour désigner le sexe des hommes que celui des femmes? Alors premièrement, la parité, je m'en cogne. Déjà. Ah, je m'en cogne. Ça, c'est une belle expression à l'ancienne aussi. Je m'en cogne, oui. Disons-le. Et puis c'est pas de ma faute s'il y a des gars qui sont plus inspirés par comme ça. Par la cramouille que par le gourdin. Mais il y a pas de cramouille. Non, c'est le contraire. Pour la bonne femme, il y a le free-free, la babasse. Oui. C'est joli le free-free, la babasse. Les 32 plis. Oui. Ah, les 32 plis, c'est rigolo, ça. C'est comme les dents. Oui. Le millefeuille. Le millefeuille, c'est formidable. Oui. Il y a une chanson de Brassens, effectivement, où il ne nomme pas la chose et où il explique, voilà, et tout ça pour éviter de dire le mot con en 3 lettres. Oui. Moi, pour l'homme, j'aime bien le cigare à moustache. Je trouve que c'est distingué. On invite la dame à une petite soirée distinguée, quand même. Hein. Oui. Le cigare à moustache. Ouais, mais il y en a plein pour l'homme qui font rigoler. En général, c'est issu de l'arabe. Le zob, c'est issu de l'arabe. Le sgeg, pareil. Ah oui. C'est le sgeg. Le sgeg, un peu en verlan, t'as la tub. C'est la bite. Oui, merci non, de mais me je le traduis rappeler. pour nos auditeurs. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, on me dit souvent petite tub, mais j'avais pas compris. C'est ça. Ah, j'ai bien fait de venir. Alors, tout ça vient très souvent du bistrot. Voilà. Ah bah oui. Et Jean-Marie Gouriot, qui écume les comptoirs pour faire ses bouquins, nous avait raconté comment il partait à la chasse. C'est un iceberg, ce gars-là, 3 fois plus con que ce qu'on voit. On est chez Audiard, c'est vrai. Là, on peut rentrer dans la poésie pure, s'il y a quelqu'un qui dit « La campagne, c'est bien, quand on sort, on est dehors. » Et toujours par un petit bonhomme au content, le mec qui dit « Le Beaujolais nouveau est tellement arrivé que c'est ma femme qui est partie. » Il y en a une qui est très vécue aussi, le mec qui dit « Au début, j'aurais décroché la lune, mais maintenant, je change même plus une ampoule dans la cuisine. » Il y a des engueules de patrons aussi qui gueulent contre quelqu'un. Il dit alors lui, il est con comme la lune et jamais une éclipse. Au loto, j'ai joué la date de naissance de ma mère, la date de naissance de ma femme, la date de naissance de ma fille. J'ai pas eu un seul numéro, c'est vraiment une famille de cons. C'est très drôle, ça. Ah, c'est du Audiard, ça. Hein. Ça pourrait être du Audiard. Oui, alors, bon, Audiard aussi avouait que souvent, il allait chercher ces mots dans les bistrots, mais enfin, il était capable d'en inventer. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Sauf que ces bistrots n'existent plus, hein, Jean-Jacques. Ça n'existe plus, le petit bistrot avec les pochetrons qui viennent de... Oh, j'en connais. Il y a un décorateur qui passe par là et hop, ça change tout. Ah oui, j'en connais. Il supprime le bar. Ça fait du mal, la décoration. Ils mettent des barres contre le mur. Non, mais il en reste quelques-uns quand même. Le truc, c'est que maintenant, les gens fumaient avant, donc maintenant ils fument dehors. Donc ça, déjà, ça scinde la culture. Pour avoir des bons mots, il faut choper la grippe. Ce qui a tué les petits bistrots, c'est ce qu'on appelle, c'est les bobos avec leur bar à vin, par exemple. Oui. Moi, je rentre dans un bar à vin, je vois le décor, ça me coupe la soif. Hein. Oui. Ah oui. Et quand je vois la clientèle, c'est encore pire. Quand même. Alors, quelles sont vos insultes? Vous avez chacun une petite panoplie. Bon, vous sortez généralement aux gens qui vous font pas trop peur et qui sont moins grands et moins forts que vous. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes furieux? Couille de tétard. Ah oui. Ah ça fait très mal. Quand vous êtes un mec couille de tétard. Moi, je reste dans le classique, enculé, sac à merde. Oui. Il y a un mot qui est formidable, banane. Traiter un mec de banane, vous allez voir, c'est très fort. Ah oui, tiens. Banane. Et ça marche à tous les coups. Bananes, oui, oui. Ah, c'est très fort, oui, banane. Balai à chiottes. Hein? Ah non, non. Ah, c'est pas mal ça, balai à chiottes. Ça, c'est pour les gars qui ont une moustache. Pauvre con. Ouais. Mais tout est dans le ton. Moi, quand j'étais gamin, mon père, quand il m'engueulait, il m'appelait, il me disait animal. Mais il me disait avec des regards terrifiants, il faisait comme ça, animal! Et là, je peux vous dire que j'étais tétanisé. Et j'ai réussi sur mon fils, ça marche. C'est même pas un gros mot. Ah non, c'est vrai. Les enfants sont comme les chiens, ils réagissent à l'intonation. Oui, tout ça. Qu'est-ce que vous dites, chevalier, vous? Connasse.
Oui, mais un homme... Ah bah un homme, bah connard. Il n'injurie que les femmes. Non, mais c'est non, c'est la dernière qui m'est venue, parce qu'effectivement, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'était une bonne femme qui m'avait fait une queue de poisson, si je puis dire. Et j'ai dit ça connasse. vous en faisait deux, quoi. Bah oui, exactement. Et non, j'ai poli. Non, il est poli, il est bien. C'est le meilleur de nous tous. C'est hein, plutôt il est bien que je élevé. me dis. Ah non, de Dieu de bordel de merde, par exemple. Voilà, ça je dis ça. Mais c'est pour moi. Non, mais il faut avoir du temps, parce que c'est long, hein, quand même. Non, mais j'insulte pas les gens. C'est rarissime, ou vraiment quand ils sont très loin. Donc de toute façon, ils n'entendent pas. Ça, c'est fini dans Paris. Vous savez pourquoi? Parce que il y a plus beaucoup de vélos, de cyclistes, des mecs qui travaillaient à vélo. Parce qu'il y avait un mec comme ça, il livrait les journaux, et il se fait faire une queue de poisson place de la République, et le mec, il manque de le foutre par terre avec ses journaux, parce que c'était lourd à l'avant. Et il rattrape le mec à la porte Saint-Martin au feu rouge, et il va pour l'insulter, et il voit que le mec, il a 6 enfants dans la bagnole. Alors il frappe, le mec baisse sa vitre, il fait, je vais te dire qu'une chose, tu conduis aussi mal que tu baises. C'est pas mal. Oui, mais ça n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de mecs à vélo. Alors, plus de mecs à vélo dans Paris Oh bah si, il y a des mecs à vélo, mais comme ils viennent à contresens, c'est difficile de leur parler. Et comme les motards ont le casque intégral, on peut rien leur dire non plus. Il y a le vocabulaire professionnel des chansonniers qui est extrêmement riche, hein. Surtout quand il s'agit de mettre en boîte les politiciens. Hein. Oui. Chacun a le sien, oui. Ah oui, vous dites des choses sur les politiciens que vous diriez pas aux gens dans la rue. Hein. Ah bah non, c'est normal. Et les politiciens sont des gens connus, ils sont là pour ça, puis ils aiment. Ils aiment vraiment? Bah, absolument. D'eux, oui. Ah bah absolument. Ils sont cabots comme c'est pas permis. Il y a des plaintes de politiciens quand on parle plus d'eux? Ah oui. Moi, je me souviens, j'avais fait un gala pour Chirac à l'époque. J'avais besoin d'argent. Tous ces conseillers étaient venus me voir au moins 3-4 fois en me disant « Vous parlez pas de Monsieur Chirac, c'est interdit, patata patata ». Et avant le gala, il est venu me voir en me disant « Surtout, vous m'en mettez plein la tête, hein, parce que je veux pas passer pour... Vous voyez, c'est ça, quoi. Ah, c'est le principe du bouffon. Ouais, c'est vous qui lui donnez sens. Ici, un jour, vous avez invité Jack Lang, qui arrive dans la coulisse. Il fonce sur moi, il me dit « Oh, Monsieur Perroni, il paraît que vous écrivez avec Laurent Gérard le nouveau spectacle. » Je lui dis « Oui, vous êtes bien renseigné. Est-ce que je suis toujours dedans ?» Je lui dis rassurez-vous, et vous dites encore plus de conneries. Oh, il était content. Eh oui, attends. Il n'a jamais été aussi célèbre que parce que Laurent le fait, je veux dire. Attends, il est magnifique. Alors, on peut s'interroger sur l'origine de certaines expressions qui ont fait Flores. Alors, faire Flores, voilà encore une expression qui est totalement tombée en quenouille. Il est tombé en quenouille aussi, d'ailleurs. Il est tombé en quenouille aussi, oui. Les deux Caraïbes en Silla, ça c'est les... Ah oui. C'est générationnel aussi, hein, le langage. Bon, bref, Pierre Rézeau, que vous allez entendre, avait consacré un livre et fait des recherches, et notamment sur l'origine de l'expression « parle à mon cul, ma tête est malade ». Elle n'est pas d'une distinction extrême. On peut avoir pire. Oui, bien sûr, ça, je vous fais confiance. Ici, ça Eh bien, passe. savez-vous où on peut la trouver quand on cherche? Dans Rabelais. Non. Villon. Il a fait aussi bien et même mieux. On la trouve sous la plume d'un ambassadeur de France, Houdin, en 1640, qui a, notamment pour les étrangers, écrit un admirable dictionnaire trop peu lu de nos jours, mais qui est quand même réédité, qui s'intitule « Curiosité de la langue française », etc., notamment à l'usage des étrangers. Et c'est là que l'on trouve, pour la première fois, « cause à mon cul, ma tête est malade », avec une définition, une glose, qui invite évidemment les lecteurs à ne pas l'utiliser à chaque instant. Il y a des vieilles expressions comme ça qu'on n'emploie plus, c'est j'en parlerai à mon cheval, il a le téléphone sous la queue. Moi je connaissais, j'en parlerai à mon cheval, mais je connaissais pas le coup du téléphone. Ben si, ça veut dire que tu t'en fous royalement de ce qu'on vient de te raconter. Oui, on avait compris que c'était pas sérieux. Les jeunes générations, il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas du tout. Moi, l'autre jour, je suis arrivé au théâtre à Fond-la-Caisse, il y avait personne sur la route, et je suis arrivé, j'ai dit, bon Dieu, je suis venu comme un pied sur une toile cirée. Ah, ça les a fait rire aux larmes, ils connaissaient pas, dis donc. Ah oui. Bah sur les payes, il y en a plein. Par exemple, quand on lâche un, il fait tiens, peins-le en vert, celui-là. Oh là, oui. Ça, c'est vieux aussi, comme truc. Oui. Il y a le pet de lapin aussi. Non, il y a aussi, quand on lâche un, t'auras plus d'espace là où tu vas que là d'où tu viens. Qui est très fort. La culture, alors la culture, je vais vous poser des questions que nous ont envoyées nos correspondants. Madame Loret de Bourg-en-Bresse, elle demande...
qui a dit « La France, c'est ma mère » et c'est aujourd'hui d'une actualité brûlante. On peut changer d'épouse, mais on ne peut pas changer de mère. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est beau. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est un Français? Alors, un Français qui nous a quittés et qui d'ailleurs, vers la fin, n'habitait plus en France. Mais enfin, bon. C'est un acteur? Non, mais enfin, il touchait de près le monde du spectacle. Un auteur dramatique? Il était, entre autres, auteur dramatique. Frédéric Dard? C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et la deuxième citation de Madame Clément Damien qui a dit « L'Académie est le chef-d'œuvre de la puérilité sénile. » C'est quelqu'un qui n'en était pas. Qui n'en était pas à ce moment-là et qui en fut plus de temps après. Et qui est mort. Et qui est mort, mais d'autres choses. D'autres choses. C'est un auteur, académicien. Ah bah, il n'y a pas de plombier à l'Académie. Hein. Il peut y avoir des maréchaux, des généraux. Ça peut être un savant, oui, des un maréchal. C'est vieux? Mais alors, oui. C'est pas d'aujourd'hui. Très, très vieux. Ce serait pas Voltaire? Non. Victor Hugo? C'est Victor Hugo. Heureusement que l'analphabète de service est parmi nous, hein, parce que c'est lui qui trouve toutes les bonnes réponses. Oh, ouais, C'est Totor. je vais vous laisser maintenant. C'était Totor. Question de Monsieur Lucas. Quel est le mot qui s'écrit de la même façon en français, en anglais, en allemand? Taxi. Oui, et ben voilà, bonne réponse collégiale, c'est taxi. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça vient de taximètre. C'était une voiture à taximètre. C'est-à-dire une voiture qui a un compteur qu'on appelle le taximètre. Le compteur Ça vient de dans le taxe. taxi, c'est le Ça vient de taximètre. taxe. Il y a un autre mot. De taxe? On Il y a un payait autre une mot qui taxe. s'écrit partout pareil. Kodak. Ah ben c'est un nom propre. Eh oui, mais il s'écrit partout. Quel est le mot, demande Madame Beauvais-Dumont, quel est le mot de la langue française qui contient le plus de lettres S? Assassin. Non, SOS. il y en a 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas un mot très long, hein. Saucisse. Non. Ça, On l'utilise tous les jours. Ça se mange? Est-ce que c'est Saucisson? Non. Alors, ça désigne une femme qui n'est pas française. Vous voyez, là, La je vous aide. Suissesse. Ah oui, la Suissesse. La Suissesse. Bonne réponse collégiale. Voilà. Et quel est, demande Monsieur Gentil, le mot le plus long de la langue française? Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Ah, mais vous êtes fort. Celui-là, on le connaît. Même moi, je Oui, le on connais. l'apprend à l'école. On l'apprend au certificat d'études. Question de Monsieur Vérin. Qu'est-ce qu'on appelle l'incipit? La quoi? Ah là, c'est l'introduction. C'est l'introduction, oui. C'est quelque chose qui n'est pas Dans si un vite. livre, dans un... Ah non, c'est liturgique. Mais non, mais non. Ah bon? Alors, C'est l'intitulé. C'est la préface. non, L'intitulé. non, Le titre. non. L'incipit. Qu'est-ce que, par exemple, l'incipit du livre de Proust? La Les premières phrases, la première phrase. La première phrase. La première Longtemps, phrase. alors longtemps, je me suis couché de bonne heure. Voilà. C'est ça, oui, oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Ah oui. Merci d'avoir sauvé l'honneur des grosses têtes. Hein. Oui, c'est Proust avec un S. Quelle est l'origine, demande Madame Petite-Bagneux, quelle est l'origine du mot limogé? Ah bah, Ça vient de Limoges. Ça vient de la ville de Limoges. Oui, mais attendez. pourquoi? Dites-le pourquoi. Emploie-t-on le mot limogé à propos des militaires? Ça a un rapport avec l'armée. Parce oui. que c'était la punition. On les envoyait là-bas parce qu'ils avaient fait quelque chose de répréhensible. Parce qu'on les Alors, avait dégradés. Oui, alors, attendez, ça n'allait pas jusqu'à la dégradation, mais quel est le militaire qui, à l'origine, a pris dans cette ville qu'il était débarqué, et c'était un militaire de très très haut rang. Un général. Il était même au-dessus. C'était Maréchal. MacMahon. Maréchal de France. C'était MacMahon, non? Pétain. Foch. Non, non, Foch, bah non. non. Pétain. Bazaine, non. Non. Foch s'en est très bien tiré. Oui. Mais pas l'autre. Joffre. C'était Joffre. oui. Bonne Joffre. réponse de Nicolas Destienne-Dorf. Voilà. Ah, donc c'était à Limoges, il était limogé. Limogé. Et puis par la suite, et Péroni a raison, la légende, mais non vérifiée, veut que chaque fois qu'un militaire tombait en disgrâce, on l'envoie faire un Limoges. petit séjour à la garnison de D'accord. Limoges. Les mots de l'enthousiasme et du compliment, ça existe heureusement. oui. Hein, ça. Bravo. Formidable. Qu'est-ce que vous Le aimez bien? mot de- C'est remarquable. Formidable. Quel rythme? Alors les jeunes, ils disent encore, c'est super, Ah oui. c'est grand, C'est cool. grand. Cool.
Moi, sur mon téléphone, ma fille, tout le temps. Cool. Ah oui, Elle dit cool, tout le temps. C'est trop Pour de la tout. balle. Hein C'est cool. trop de la balle. Oh, Ah oui, la C'est balle. vieux tout ça. C'est trop de la balle. Ah oui, Ah, c'est ils sont vieux. bien élevés, mais Cool, trop de la balle. ça assure super, je crois. Oui, J'entends souvent ça. Ça assure ça super. assure. Ça assure super. Ça va le faire. Ça va le faire. va le Ça, faire. je deviens fou avec ce mot-là, la con. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh, ça le fait trop. Ça le fait trop. Ça le fait trop aussi, Oh ouais, là c'est là. ça. Et quand vous voulez complimenter quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites? Ah bah ça dépend de la Ça circonstance, dépend Philippe. sur quoi on le complimente. Par exemple, une femme sur sa beauté. Ah, la beauté de ses yeux. Ah, je bande. Oui. Ça, là, elle sait ce que ça veut dire. Je vous le dis tout de suite. hein. Tu sais que t'es bonne, toi. Hein. Non, tu sais que tu dois être bonne, toi. Ah oui. T'as intérêt à être bonne. Tu sais que tu Alors. mérites. Ah, Alors, oui. on baise Ah, dis donc. Non, mais T'as de la chance que je sois pas en forme. Ouais, c'est ça. Oh, tu fais de l'effet, toi, hein, dis donc. c'est fou, il n'y a rien de plus poétique, il n'y a rien de plus romantique. Oh bah, Ben non, on a passé l'âge des premiers ébois, Ah bah, les belles de marquises, l'adolescence vos yeux d'amour me font mourir. où on écrivait des poèmes, que ça vous faisait les Si yeux vous êtes gros. trop romantique, elle se moque. Hein. Oui. Elle n'aime plus ça du tout. ça hein. dépend de l'âge. Oui. Ah bah oui, moi je Bah, fréquente évidemment, que des- si t'emballes une vieille de 90 piges, Elle, oui, là. elle est romantique. Parce que déjà, elle entend plus ce que tu lui dis, elle dit sur tes lettres, donc t'es peinard. Oui, mais enfin, Là, tu peux lui dire du Ronsard. ouais. elle préfère qu'on aille vite parce qu'elle a plus de temps à perdre. Alors, les gens de radio, que nous aimons bien, hein, puisqu'on en fait partie, ont généralement des tics de langage dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Et Vincent Parisot, le jour où il était ici notre invité d'honneur, en était convenu. Oui, le voilà. Pour ponctuer la phrase. C'est terrible. Et alors, c'est formidable parce que on reçoit du courrier d'auditeurs. Hein. Et j'en ai eu un formidable. Ils m'ont envoyé une lettre totalement ponctuée de voilà. Alors, il a dû en mettre 25 et il a dit voilà, vous avez compté 25 voilà, mais j'en fais pas plus que vous dans une matinale. Ah, vous avez reçu mon Depuis, je fais courrier, attention. alors. Et les mots du sport? Oh, il y a la pression, toujours sous pression. Ah, la pression. C'est C'est pas les l'équipe mots du sous sport, pression. ça, c'est au bistrot aussi, la pression. Oui, non, mais une équipe sous pression. Ils avaient Ils la ont bien pression. géré. Alors, on emploie le mot gérer On chez a les mis la journalistes pression. sportifs. Ouais. Il parle de jouabilité, ce qui est une chose atroce. La jouabilité d'un terrain. Ah oui. ça y est. Et le Ah ouais. mental, que ça veut dire le mental? Ouais. Ça- ah, Bah, ils savent pas non plus ce que ça veut dire. hein. De toute façon. C'est le coach qui leur a dit. hein. Le coach, Et le vous coach, aimez il bien sait aussi. Ah, le coach. Ah, le alors. coach. Ah, quand vous avez le crétin après match. Oh, j'ai dit au coach qui m'a dit le coach. Oui, le coach. J'ai dit oui, coach. Oh, ce que j'admire, c'est que quand un journaliste sportif, et il y en a de talentueux, de sympathiques et d'éminents, commente un match de foot ou une épreuve cycliste, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. Hein. Bah oui. On reçoit à domicile, on s'impose face à. Il n'y a jamais un mot en dehors du vocabulaire. Dans le vélo, il en avait gardé sous la pédale. hein, Il y a- c'est il y a- ça. C'est en vélo. Il y a une expression qui est très niaise, c'est on va jouer à la maison. Oui, Oui. pour dire à Oui. domicile. À domicile. oui. À domicile. On va jouer à la la maison. Vous imaginez les grands cons avec un ballon dans la cuisine On va jouer à la maison. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours sur les panneaux visiteurs, non, ça Oui, existe. oui, Visiteur et le nom du club qui reçoit. Bah, Il a ce sont géré des- son ce sont des match. visiteurs. Hein, il a géré son mal. Le mot de gestion qui revient un peu à toutes les sauces aussi. Dites, Bah, dans le à cyclisme, vélo, il y ils en a ont plein, aussi il y a- un il y a sacré jargon. Hein, Oui, dans le mais c'est cyclisme. des mots, c'est des trucs précis, je veux dire. Sucer le boyau. avoir la- Sucer le boyau. Oui, sucer le boyau, monter sur la grosse. À monter ça sur veut la dire grosse. quoi, monter sur la grosse Est-ce que tu Bah, montes d'abord le- sur la grosse pour lui monter sur sucer la le boyau grosse, c'est après c'est pas monter sur la femme de ma bille, c'est vous avez à la vente 2 plateaux, un plus petit, un plus grand, ça s'appelle, et le plus grand s'appelle la grosse, et vous montez une côte pas très difficile, vous mettez en danseuse et vous montez sur la grosse, vous Ah, descendez parce que pas. vous habillez en danseuse pour faire du vélo. Moi, je fais ce que je veux, Philippe, et vous aussi. On va pas recommencer sur les costumes, parce que sans ça, je vais balancer des trucs. On boit le soir, hein. Bon. Alors, il y en a plein. Il y a avoir la soquette légère, il y a finir dans les bordures, il y a manger de l'herbe. Quand vous êtes en éventail, le dernier, il mange l'herbe, parce que si il y a un tout petit coup de vent, il y va quand même dans l'herbe. Il y a plein de mots de vélo. Alors, Il y avait plein, Robert c'est très Chapat. joli. Robert Chapat, il avait une expression quand il s'apercevait qu'un coureur était en train de ruser, il disait attention, faut se méfier, celui-là il est comme un soutien-gorge, il n'y a pas plus menteur. Oh, c'est drôle ça. Mais il fut un temps, le journalisme sportif, c'était aussi le galop d'essai des écrivains. Blondin a écrit beaucoup de chroniques. Et une époque où l'Équipe était quasiment le journal le mieux écrit de l'après-midi.
presse parisienne. Ah ouais. Mais c'est encore un bon journal. Et Léon Zitrone avait, pour les concours hippiques, donc à cheval par définition, il avait inventé une expression quand le cheval touchait l'obstacle, il disait il a tutoyé l'obstacle. Ah oui. Et ça a été repris, ça c'est Léon Et Zitrone. nous, quand on est allé au catéchisme, on tutoyait le pontife. Le pontife. Oui. Bien sûr. Alors Jacques Martin, lui, nous avait fait ici un exposé. C'était la façon de mener, d'engager une conversation sans peine. Pour vous dispenser d'écouter, c'est très simple. Quelqu'un parle et quand il s'interrompt, vous reprenez le dernier mot qu'il vient de prononcer. Par exemple, savez-vous que cet été, j'étais en Espagne ? En Espagne. Et les gars, mais oui, en Espagne. Et nous avons visité Madrid, qui est une ville extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Et vous, c'est simple. Vous reprenez le dernier mot. Il fait un monologue d'1h30. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors, ce système porte un nom. Ce sont les idémistes. Parce qu'ils disent idem, la même chose que celui qui parle. Et puis alors, il y a aussi des mots-clés. Quand on veut encourager la personne généralement à se vanter, puisque quand on prend la parole en public, c'est pour se donner une certaine dimension, et qu'on veut pas écouter, et qu'on s'en fout, mais qu'on veut se montrer gentil, on dit de toutes les minutes, toutes les 30 secondes, on dit « faut le faire » ou « fallait le faire ». Et généralement, le type est très content, parce que bon, comme il raconte une performance, si vous dites après « ah bah dites donc, fallait le faire », il dit au moins il sait écouter, il m'a compris. Ah oui, dites donc. Oui. Alors chez les commentateurs sportifs, il y a aussi le tout à fait qui se substitue au oui. Alors là, vous faites bien de dire ça. Ce sont tous les gens qu'on interviewe à la radio, parce que ils n'ont qu'une chose à dire, c'est le lieu où ils habitent, et la personne qui les interviewe le dit à leur place. Donc ils ne disent qu'une chose, tout à fait, exactement. Tout à fait, Thierry. Eh oui, tout à fait, Thierry. Mais ils pourraient dire oui, non, ils veulent pas dire oui. Ah ben non, parce que ça... C'est trop simple. Ça va trop vite. Là, tout à fait, vous avez le temps d'être entendu par les voisins. Ouais. Et alors, il y a le langage des chevaliers du petit écran. Bon, ça aussi, ça fait pas jeune. Et alors, Virginie Ledoyen, jolie et talentueuse comédienne, s'était élevée contre les poncifs qu'ils employaient ici. La télé, en règle générale, me met en colère, et le langage des animateurs, je le trouve vraiment insupportable. C'est vrai. Toutes ces espèces de formules, les trop de bonheur, c'est trop bien, c'est que du bonheur. Ah oui, alors ça, c'est pas le genre de la maison, hein. Ah non, mais elle a raison, c'est insupportable. Non, mais c'est surtout qu'ensuite, les gens parlent comme ça, répondent comme ça. Quand vous voyez toutes les émissions de télé-réalité, il y a un langage. Ah oui, mais c'est comme l'expression, il n'y a pas de souci. Quand vous téléphonez à la secrétaire du dentiste, bon, autrefois, elle vous disait, lundi soir, j'ai un trou. Bon, ça, c'est vrai que c'était mais maintenant, lundi soir, j'ai un trou, je vais vous passer le dentiste. Il y a les mots étrangers aussi. Qu'est-ce à dire ? On est gagné par le franglais, et puis si on a un petit peu voyagé, on a rapporté des souvenirs. Il y a des mots, c'est les mots des ordinateurs surtout. Moi, j'ai appris un truc, ça s'appelle mégabit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé le mot traitement chouette. Je me dis, c'est à côté du code PIN. Oui. Tu vois, mégabit. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des mots comme ça. C'est la puissance de ton ordinateur. C'est la puissance de ton ordinateur. Mais j'en ai pas. Alors, m'en fous. Mais j'ai retenu ce mot-là parce que j'ai trouvé que c'était joli. C'est joli, mégabit. Ça veut dire t'en as une grosse, oui. Moi, je dis caniche. Pourquoi ? J'en ai pas, alors je m'en fous. C'est magnifique. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur une petite initiative sympathique qui peut intéresser les derniers automobilistes. Alors, je dis les derniers automobilistes parce que il paraît qu'il y en a de moins en moins. Bonjour Benoît Lopez. Bonjour Benoît Ortiz, pardon. Bonjour. Alors, je salue en vous un créateur d'un garage d'un nouveau genre. Voilà, oui. Où c'est l'automobiliste qui fait lui-même les réparations. Voilà, donc moi et mon frère, on a créé donc un garage multiservice
Donc il y a une partie self-garage, effectivement, c'est le client donc qui loue un emplacement avec un pont et une caisse à outils, et il peut faire lui-même ses réparations. Pour les clients, on a de l'huile, on a tous les consommables. Donc et les pièces détachées? Oui, on les commande aussi. Ah oui, d'ailleurs. Mais alors dites donc, faut quand même avoir affaire à des gens qui connaissent un peu la mécanique et qui sont à droit de leurs mains, hein. Alors oui, donc le self-garage, donc en location, nous on peut donner quelques conseils aux clients. Ah, vous les coachez. Voilà, faut qu'ils sachent se débrouiller quand même un petit peu. Et après, en parallèle, on fait des cours de mécanique le soir. Donc vraiment pour ceux qui connaissent pas grand-chose et qui veulent vraiment alors, apprendre. Si vraiment il y a quelqu'un qui vient pas à bout de sa réparation, vous lui donnez un coup de main? On peut lui donner un petit coup de main. Et sinon après, s'il est vraiment perdu, nous on reprend la réparation par derrière et voilà, donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux clients de connaître un minimum. Bon, dites, monsieur Ortiz, quand on a mis ses mains dans le cambouis, parce que là, je crois que l'expression est justifiée, on peut estimer l'économie qu'on a faite à combien sur une réparation normale? Ah, plus de 50% par rapport à un concessionnaire. Plus de 50%, ouais. Oui. Mais ça prend beaucoup plus de temps aussi et le résultat est pas toujours assuré, hein. Après, pas forcément plus de temps. Généralement, les gens viennent pour des réparations assez simples, pour des vidanges ou pour des plaquettes de frein. Donc, ils savent se débrouiller, ça va quand même assez vite. Et on est là quand même pour vérifier quand même ce qu'ils font. Donc, généralement, ça se passe très bien. Je sais pas si parmi les grosses têtes, il y a beaucoup d'entre nous qui seraient capables de faire eux-mêmes leurs réparations. Quoi. Mais c'est une bonne idée parce que le garagiste appuie un peu sur la note en général quand même. Oui, exactement. Oui. Si tu regardes les heures facturées. Attendez, ça fait partie des bonnes idées qui suppriment des emplois, donc qui créent du chômage. Si vous regardez les heures facturées par un garagiste, le mec a vécu 155 ans. Hein. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais ils ont passé 10 heures à faire c'est l'histoire du coup de marteau. Ça. Mais alors, dites donc, vous, dans votre garage, vous croisez les bras, vous regardez travailler les gens. C'est comme les types des stations-service qui regardent l'automobiliste faire le plein. Non, justement, parce qu'on a deux autres services. On a un service donc garage classique, donc nous on fait aussi les réparations. Ah oui. Ah bon. Voilà, donc on fait l'entretien, réparation de véhicules toutes marques. Et on fait aussi une troisième partie, pôle performance, c'est tout ce qui est véhicules sportifs, préparation moteur, boîtier d'injection et tout ça. Donc. Est-ce que vous avez des femmes qui viennent réparer elles-mêmes? Alors pour les cours, il y a quelques femmes qui nous ont appelés justement pour apprendre. Pour pouvoir justement faire elles-mêmes leur réparation. Et vous les faites monter sur le pont? Enfin, monter sur le pont. Aller sous le pont, hein. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de monter sur le pont. Et elles n'ont pas peur de se tâcher de... Non, justement, grâce au cours, elles prennent confiance en elles. Donc après, on sont là pour les épauler un petit peu. Donc ça se passe bien. Elles viennent réparer ce qu'elles ont détruit. Merci Benoît Ortiz, merci et bravo. Alors ça nous amène au mot de l'automobiliste et au mot des garages. Parce que quand on conduit sa voiture au garage, si on veut être pris en considération par le chef d'atelier, il faut essayer de parler le même langage que lui. Ah oui, ça c'est un piège. Hein. Moi j'ai trouvé, ça n'a rien à voir avec les mots des automobilistes, mais j'ai trouvé la solution. Je mets ma voiture au garage, mais j'attends. Ah oui. Ce qui fait qu'au lieu de te facturer 6 heures, ils vont pas vous faire attendre 6 heures devant le truc. Donc, en général, on s'aperçoit qu'une révision moyenne, ça dure 1h50 à tout casser. Ah oui, tu attends. Bien sûr. T'as vraiment rien à foutre, toi, dans la journée. Alors, j'espère qu'ils te font un café. Qu'est-ce que vous connaissez comme mots techniques qui ont un rapport avec l'automobile? Bon, c'est pas mal d'amener son véhicule et d'émettre une hypothèse avant que ce soit... Moi, je connais les cardans. Les cardans. Le Delco aussi. Moi, je connais les cure-dents. Non, le Delco, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Delco. Il y a un jour, ma première fois. Il n'y a plus rien. Moi, je connaissais le Delco, les vis platinées, il n'y en a plus. Alors, mais non, moi, je croyais que c'était les vis patinées. Les cardans, il y en a. Parce qu'il y en a à l'avant et à l'arrière. Oui, il y a encore des roues, hein. Moi, je connais. Moi, pour ma première voiture, j'étais allé faire réparer, c'était une vieille 4L, et le gars me dit, elle marchait plus. Alors, le gars me dit, c'est la bobine ou la tête de Delco? Je lui ai dit, monsieur, si je le savais, je viendrais pour vous voir. Mais les voitures sont devenues des ordinateurs. Ben oui, maintenant, la sienne, si le coffre n'est pas fermé, tu démarres pas. Ils arrivent avec une petite valise, ils branchent et quand j'avais une mobilette, il y avait une Quelle vie il a eu. Ah puis ça nous ramène, ça fait tout de suite.
une mobilette. Une mobilette bleue. Une mobilette bleue, oui. Merveille. Et alors, il y avait une expression, il y avait un copain qui me disait toujours faudrait décalaminer le pot. Ah oui, décalaminer. Bah, bien Et alors, j'ai toujours cru que c'était sexuel. Ça marche aussi sur les bagnoles. Hein. Ah oui, sur les bonnes femmes Elles sont aussi. calaminées. Mais je sais plus, avec les essences maintenant, je sais plus si ça se fait ou pas. Moi, j'y connais que dalle. Et en plus, j'ai fait mon service militaire dans le train. Ah, dans le train. Et je devrais... Rien, et je connais que dalle. Je savais bien garer, parce que c'était jeune, j'étais dans le train, et vieux, je suis dans le TGV. Puis vous avez oublié un tic de langage qui est absolument insupportable. C'est les gens, ils ne vont plus à Clermont-Ferrand ou à Paris. Ah, ils vont sur Paris. Sur Clermont-Ferrand. Bon, je fais remarquer au passage qu'on ne va pas à. Oui. Hein, bon, on ne part pas à. On part pour. Oui. Ça fait Pécno, là. Hein. Ah oui, t'es là, vraiment, t'as voulu être... Tu viens d'arriver de Bretagne, là, c'est pas possible. Ah, oui. Oui, et puis je t'emmerde. Alors, Faut bien te Mathilde le faire Amet, remarquer autre quand même. jolie et talentueuse comédienne, Oui, elle est belle. elle avait les mêmes griefs, mais à l'égard des nouvelles expressions populaires. Non, puis il y a des rencontres aussi, par exemple, dans les cités, où les jeunes se parlent avec un langage, comment dire, où on a l'impression qu'ils s'insultent, en fait, mais ils se draguent comme ça. Dire, vas-y, comment tu me parles? Vas-y, d'où tu viens, toi? Comment tu me parles? Premièrement, tu parles pas comme ça. Premièrement, je suis pas un chien. Deuxièmement, je parle pas un loser. Mais ouais, t'es un loser, putain, un cum tout seul, c'est chelou, vas-y. Attends, tu me regardes, vas-y, comment ça se voit trop que t'as faim? Comment tu me mates? Attends, tu me regardes style comme un chacal. Allez, bien, hein. D'ailleurs, Mathilde Amet dans une cité, ça doit être un... Elle reste en juin, juillet et août. Hein. Ah oui. Et puis, il y a les mots des professions. Les publicitaires, les avocats, les médecins sont des gens qui sont difficiles à comprendre. Ce sont des mots savants pour les médecins et les avocats. Ou des néologistes pour les publicitaires. Mais les médecins, et des mots anglo-saxons de préférence. Hein. Bah, surtout dans la pub. Ah oui. Le teasing, les trucs comme ça. Et le verbe positiver, ça a été inventé qui est devenu dans le langage. Comment c'est un mot publicitaire? Ça vient de Carrefour. Donnez-moi le pitch de votre pièce, ils m'ont dit l'autre jour. Comment? Donnez-moi le pitch de la pièce. Ah, le pitch. Moi, je connaissais pas ça. J'ai dit quoi? Le pitch. De quoi ça parle? Ah bon, alors de quoi ça parle, je vais vous le dire. On disait le résumé Donnez-moi le avant. pitch de votre pièce. Et ça vient d'où ce mot pitch? J'en sais rien du tout. Parce que moi, je croyais que c'était le speech. Il y a aussi. Ça vient d'Hollywood. Ici, il y a aussi. On aura un phoning la première fois. Ah oui, c'est un coup de téléphone. Un coup de téléphone, oui. Un phoning ou un phone? C'est une enquête au téléphone, le phoning. Et il y a on va dire aussi qui vient très souvent maintenant dans le langage populaire. Vous posez une question à quelqu'un et dit on va dire au lieu de dire. Il dit disons que aussi. Oui. Et puis alors, il y a le fameux « c'est vrai ». C'est vrai. Bon, ça, on n'y échappe pas. Mais ça aussi, ce sont des paliers de réflexion. On dit que j'ai de belles gambettes. Ah oui, c'est vrai. Et ils disent pas ensuite, ils disent derrière. On l'a jamais dit, mais... Alors, il y a le langage politique et social. Voilà. Ah, alors là, il y a de quoi faire. Oui, ce sont les énarques, ça, alors. Oui. Le langage les énarques et les syndicalistes. Hein. Ah oui. Ah oui. La concertation. Oui. Il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est le coup de pouce. On donne des coups de pouce à tout. Ah oui. Un coup de pouce au SMIC, un coup de pouce pour ceci, un coup de pouce pour cela, et ma main dans la gueule aussi. Les commissions. Ah, les commissions. Ah, les commissions. Moi, ce qui me tue, c'est les commissions. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, nous avons créé une commission. Oui. Qui va rendre son rapport dans 3 mois. Et alors, il y a une commission qui examinera le rapport de la commission et qui nous donnera un rapport dans 6 mois. Et la commission est en réunion. Et si ça va pas, on créera un observatoire. Ah oui. Mais moi, je regardais l'autre jour une annonce, parce que je suis un peu désœuvré, comme Bernard Mabille qui attend que sa voiture soit prête. Une annonce, une offre d'emploi pour un type qui devait être responsable du marketing. Et je me disais, Victor Hugo, il comprend rien. Il ne peut rien, ce sont des mots complètement nouveaux. Mais t'as pas besoin de remonter à Victor Hugo, ta grand-mère non plus. Oui, hein. c'est ça. Mais même son grand-mère. Moi, je comprends que dalle quand je dis ça. Ah ouais. Alors, le décalage entre les générations. Bon, il est évident, surtout aujourd'hui où on vit de plus en plus longtemps et où les vieux sont très souvent avec des jeunes. Et Christiane Collange nous l'avait très bien expliqué. Nous, les grands-mères, on a certaines expressions que les enfants comprennent pas du tout. Par exemple, quand on leur dit « tu traverses dans les clous », ils disent toujours « mais mamie, il n'y a pas de clous ». C'est juste. Mais c'est vrai, j'ai toujours ça, je parle de passage clouté. Mais oui, on parle de passage clouté et eux, ils savent pas ce que c'est. Ou bien on dit en fait, si tu vas faire pipi, tu tires la chaîne. Et ils voient pas de chaîne parce que c'est un bouton sur lequel on appuie. Sauf à la campagne, dans la vieille maison. Et la ligne
ligne jaune, elle est blanche maintenant. On dit il faut pas franchir la ligne jaune. Ouais, ouais. Et des clous, c'est vrai qu'il n'y en a plus. Dans la ligne jaune, tu confonds avec ton slip. Monsieur Perroni, c'est vrai que vous avez une réputation à soutenir. Quand même. Il veut revenir aux fondamentaux. Le nombre de fois où, à propos d'ailleurs de ce dont on parle beaucoup en France en ce moment, là, le mariage pour tous, où les hommes politiques parlent de fondement. Oui, oui, c'est vrai. C'est très à propos. Oui. Bah, c'est un peu des trous du cul, tous ces mecs-là. L'autre jour, nous, on a parlé longuement du marketing sensoriel. Hein, et sérieusement, c'est parce que, bon, il y a des gens qui se chargent d'inventer chaque fois quelque chose qui leur rapporte un petit profit. Mais c'est pas sérieux, marketing. Il n'y a pas un mot français à la place ? Études de marché. Études de marché. C'est plus long, chaque fois c'est plus long. Oui. Hein, mais parce que l'anglais est une langue courte. Parce que, oui, mais attendez. Mais alors pourquoi on fait une étude de marketing? Pour le marché. Non, on fait un... Pour savoir si ça va marcher. On fait une étude de marketing. Tu dis pas, je vais faire mon marketing. Avant d'aller au market. Voilà. Par-dessus le marketing, oui. Le langage des vieux. Le langage des vieux qui ont fait quelques études. C'était formidable. Ah oui, mais alors, attendez. Ça coulait. C'était clair. Avec Philippe, on se régale de vieilles expressions. Par exemple, je me suis levé dès Potron Minet. Ah oui. Ça, alors là, oui. T'as trifouillé les oies. Pour parler d'un gars qui est un notable ou qui a une certaine autorité, on dit ce gars-là, il pèse au trébuchet. Oui. Ça fait jeune aussi, ça. Ma grand-mère, j'aimais bien. Ah oui, quelqu'un qui va pas très bien. C'est un gars qui est valétudinaire. Oui. Et alors, si on veut le remonter, on lui donne un vulnéraire. Ah oui. Vous voyez, alors, ou un petit cordial. Ou un petit cordial, oui, voilà. Un petit cordial. Plus personne ne comprend rien. Pardon, le petit cordial, c'est moi. Et quand ma grand-mère avait un orgelet, elle disait j'ai un compère Loriot. Un compère Loriot. Comme expression. Ça, c'est pas jeune non plus. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Pas avec des mouches, avec du vinaigre qu'on attrape les mouches, ou un truc comme ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, dites, vous savez qu'il y a un film sur Grâce de Monaco qui va sortir incessamment sous peu, dans lequel c'est Nicole Kidman qui interprète le personnage de Grace Kelly. Alors on a montré le film en projection privée, c'était bien le moins qu'on pouvait faire, à Albert de Monaco et à ses deux sœurs, Caroline et Stéphanie. Ils n'ont pas beaucoup apprécié. Ah bon, ils n'ont pas aimé D'abord, ils trouvent que Nicole Kidman n'est pas le personnage. C'est vrai que c'est pas la blonde dont Hitchcock raffolait. Hein. Enfin, elle est pas mal quand même. Je trouve quand même que c'est le même type de femme. Elle est plus petite. Hein. Oui. Et puis alors, surtout, ils ont noté, mais ça, ils ont des éléments d'appréciation qu'on ne possède pas, qu'il y avait de nombreuses inexactitudes historiques. C'est autre chose. Et c'est du cinéma. Est-ce qu'ils ont le droit de faire interdire le film, la sortie? Je pense pas qu'ils iront jusque-là. Non. Mais il y a un droit moral. Hein, c'est ce qui fait la meilleure pub pour un film. Mais ils ont peut-être dû lire le script quand même avant. Oui, le metteur en scène. On leur a soumis le script. Les endroits où on tournait, puisqu'il y en a certains qui sont sur le rocher. Et puis alors une bonne nouvelle, et qui confirme d'ailleurs que nous sommes de plus en plus de Français, malgré ceux qui vont s'installer ailleurs. La fécondité française est remarquable. Hein. On est fécond. On est passé de 2 enfants, 0,01 par femme à 2 enfants, 0,01,50 par femme. Il y a un petit supplément. Ça fait un petit pouce de bébé seulement, mais enfin, ça finit à la fin de l'année par faire beaucoup. Avec des sondages comme ça, on a l'impression qu'on tringle en pointillé. Ah oui, tu as raison. Ça, c'est la statistique. Hein. Vous vous rendez compte, si on se livrait pas au simulacre de la reproduction, si chaque fois qu'on se livre à l'acte, il y avait un bébé, combien on serait? Oh là là. Moi, je t'aurais peuplé toute la France. Hein. Toutes les villes de France. Et alors, à propos de la natalité, on pensait que Kate, ex-Middleton et aujourd'hui duchesse de Cambridge et future reine d'Angleterre, allait avoir 2 enfants. Eh ben non. Un seul. Seul. Un gros. Il faudra s'en contenter. Alors, il y a aussi la prononciation. Ah oui, ça fait partie des problèmes liés au langage. Et Enrico Macias est très savant là-dessus. Je connais quelqu'un qui est allé chez le pharmacien et il rentre dans la pharmacie puis il dit bonjour. Alors bonjour monsieur, que désirez? Je voudrais
Alors le vendeur, il comprend rien du tout. Il va voir son collègue, il lui dit, écoute, va voir, moi je comprends rien de ce qu'il me dit. Il dit, bonjour monsieur, vous désirez? Il dit, bon, d'ici, il est tard, et moi je m'ai garé à la voiture, enfin, je voudrais une boîte de... tout ce truc-là. Alors, il comprend moins que l'autre, il appelle le patron. Il dit, vous êtes des idiots, moi je vais vous vendre le truc, mais vous comprenez rien, vous êtes des mauvais vendeurs. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Une boîte de... Il comprend rien, il se rappelle le patron, il se rappelle que dans la manutention, il y a Marcel qui parle comme lui. Alors il dit, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Alors Marcel, il arrive, il fait... Bonjour, monsieur. Alors l'autre, il lui répond, il lui fait... Charles voudrait une boîte de... Avec plaisir, tout de suite, je vais vous donner ça. Alors il lui donne la boîte, comme ça. Le patron, il est sidéré. Il appelle Marcel, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il voulait finalement? Mais qu'est-ce qu'il voulait comme médicament? Il voulait... Elle est sublime. Ah la vache. C'est beau. Il la raconte bien. Magnifique, magnifique. C'est beau. La dernière citation, nous la devons à Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « Épouse, 2 points. Non tombée en désuétude, beaucoup trop patriarcale. A été remplacée impérativement par travailleuse, maritale, non rémunérée. » Alors, c'est pas dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, c'est un homme politique toujours vivant qui est l'auteur de cette définition. Ah bon. C'est Chirac, non? Non. Non. Il est de droite ou de gauche? Il est plutôt de droite. Et sur le plan de l'humour, costumier du fait. Santini, oui. C'est André Santini, bonne réponse collégiale. Enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors voilà, la bonne histoire, c'est un véritable roman. Hein. Exactement. Ah oui, et donc il faut la mettre en scène, tout ça. Il faut la jouer. Voilà. Et c'est Jacques Balutin qui va s'en charger. Un type décide de faire son baptême de l'air. Alors il se rend dans un aéroclub et il engage la conversation avec le pilote. Voilà, j'aimerais faire mon baptême de l'air, mais je voudrais un vol à sensation, hein, pas un petit vol pépère que vous réservez aux touristes. Un vrai... Oui, d'accord, mais... sur un arbre, et au dernier moment, le pilote tire sur le manche et l'avion décolle et il frôle les branches des arbres. Et le pilote entend son client assis derrière lui faire... Ça, je m'y attendais. L'avion prend de l'altitude. Comme le type semble pas avoir eu peur au décollage, le pilote tente la figure de la feuille morte, vous savez, ça, il coupe le moteur, et l'avion descend en chute libre vers le sol, comme une feuille morte, comme ça. L'avion part en vrille, le sol se rapproche de plus en plus vite, et au dernier moment, le pilote remet les gaz, il tire sur le manche, l'avion fait du rase-motte, et il reprend de l'altitude, et le pilote entend son client dire « Ça, je m'y attendais aussi ». Énervé, le pilote bascule l'avion sur le dos, il vole ainsi un petit moment, puis il enchaîne des loopings, et lorsqu'il termine ses acrobaties, le pilote entend dire le type « Ça, par exemple, je m'y attendais pas ». Et comme le client a enfin eu ses sensations fortes demandées, le pilote pose le petit avion en douceur, et après avoir atterri, il dit à son client « J'ai cru que j'arriverais jamais à vous faire peur, hein. Vous n'arrêtez pas de me dire « Ça, je m'y attendais ». Oui, écoutez bien, dit le type. Quand j'ai dit « ça, je m'y attendais » au moment du décollage, c'est parce que j'ai pissé dans mon pantalon tellement j'avais eu peur. Et ensuite, quand l'avion a chuté vers le sol, j'ai dit « ça, je m'y attendais » parce que j'ai chié dans mon pantalon tellement j'avais peur. Par contre, quand vous avez volé sur le dos et fait des loopings à l'envers, tout est remonté dans le col de ma chemise et ça, je m'y attendais pas.
C'était les grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.